Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Je suis super content de vous faire cette vidéo aujourd'hui puisque je vous présente en quasi-exclusivité l'une des seules Renault 5 à coffre en France, ou devrais-je dire Renault 7, Renault Sieté, un de ses nombreux petits noms. Car oui, vous l'avez sous les yeux, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas une hallucination, mais bien une Renault 5 des années 70 à laquelle on est venu greffer une malle. Alors rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Et en attendant, je vous laisse admirer sur ces premières images cette forme qui, pour un Français, fait très bizarre à l'œil. Pour cette vidéo, je tiens à remercier Gérald qui est venu pour la deuxième fois avec sa Sieté me la présenter parce qu'on a déjà fait une vidéo, on a perdu les fichiers, donc merci à lui pour sa patience. Et puis vous pouvez aller voir son Instagram, il a pas mal de photos super sympas entre l'Espagne et la Côte d'Azur, sa Sieté, d'autres voitures aussi, donc n'hésitez pas et merci à lui. Alors la Sieté Quesaco. Dans les années 70, Renault, qui distribue déjà des voitures sur le marché espagnol, décide de s'associer avec l'entreprise locale, l'entreprise d'État FASA, F-A-S-A, pour produire un dérivé spécifique au marché espagnol de la petite R5. Et donc la collaboration commence en 1974. Sauf que les Espagnols, eux, ils aimeraient bien une voiture avec un coffre, une voiture un petit peu plus grande, parce que la carrosserie à haillons n'est pas forcément la plus prisée. Et les Espagnols de la classe moyenne vont pouvoir avoir une voiture d'un certain standing, parce que le coffre, cette forme 3 volumes, ça donne un certain standing. Pour autant, c'est un gabarit qui reste compact, et donc ils vont pouvoir avoir cette version-là avec une sorte de twist en fait de la Renault 5. Et donc ça donne ça, la Sieté, qui veut dire 7 en espagnol, hein, rien de bien sorcier. C'est un modèle qui a connu une carrière plutôt longue, hein, puisqu'elle a été produite entre 1974 et 1982. Celle-ci est une phase 2 de 1979. Et comme vous pouvez le voir, de manière logique, elle nous vient directement d'Espagne. Elle a encore gardé ses plaques originaires de la province de Bilbao. Ça, c'est le détail clé de la voiture. Et elle est également dans un état exceptionnel. Elle a seulement un peu plus de 70 000 km. Et ce que vous voyez là, cette peinture superbe, super brillante, ces chromes chaleureux, tout ça, c'est d'origine. La voiture n'a jamais été restaurée. Elle a été plus que préservée pour notre plus grand bonheur. Et donc aujourd'hui, elle coule des jours heureux sur la Côte d'Azur, tout autant bichonnée. Donc elle est partie pour de très nombreuses années. Alors bien sûr, on va parler de l'élément principal en premier, à savoir l'ajout d'un coffre sur la base d'une Renault 5. Quelle drôle d'idée, direz-vous. La Sieté gagne 40 cm par rapport à la R5. C'est quand même assez conséquent. La plateforme en elle-même a été allongée de 10 cm, donc vous voyez, on a un empattement assez conséquent. Donc la voiture perd en compacité ce qu'elle gagne en praticité, puisque vous allez le voir juste après, le coffre est assez grand. Et le design arrière, eh bien, ça plaît ou ça déplaît. Honnêtement, moi je trouve que ça lui va bien, c'est plutôt bien intégré à la ligne. Là, comme ça, on pourrait presque penser à une voiture d'Europe de l'Est, et on ne reconnaît pas du tout la Renault 5, mais c'est normal. Donc on a notamment ces gros blocs optiques sur l'arrière. La malle avec donc une forme un petit peu biseautée. C'est pas une malle totalement plate, une forme qui penche un peu, donc ça peut faire penser à une R12, voire une R18. Et puis, comme je vous l'ai dit, on est sur une phase 2 qui se reconnaît notamment au logo Renault ici, avec un 7 en chiffres et non plus Sieté écrit en toutes lettres. Sûrement un souci de praticité sur le marché espagnol. Pour le reste, on a une très jolie carrosserie qui est bien équipée en fait en décoration et en protection. Donc bien sûr, d'abord ces jantes en tôle avec un bel enjoliveur chromé au milieu. On a des baguettes chromées tout le long du bas de caisse, puis des baguettes de protection en caoutchouc. Et vous voyez qu'elles aussi, elles sont nickel, hein, elles n'ont pas bougé. Les poignées de porte chromées sont magnifiques, bouton poussoir, l'Instagram d'huile de canne. Vous avez aussi une décoration, le montant arrière, une gouttière, bien entendu, c'était standard à l'époque, et un début de années 80. Les rétros ne sont pas chromés, mais en plastique noir. Pour autant, le reste de la voiture, ça reste ancré dans les années 70 et pas du tout dans les années 80. À l'avant, on retrouve la bouille reconnaissable
de la R5 avec ces adorables petits yeux carrés comme ça. Par contre, vous remarquez plusieurs spécificités. D'abord, sur le capot, on a cette prise d'air latérale qui n'existe pas sur les R5 françaises. Ensuite, la Ciete nous gratifie d'une calandre spécifique avec notamment les clignotants qui ne sont plus intégrés au pare-choc mais intégrés donc à la calandre. Et le pare-choc justement, eh bien, c'est un traditionnel modèle en inox en lieu et place des pare-chocs en plastique gris qui faisaient beaucoup plus moderne sur la R5. Qui dit aussi voiture du marché espagnol dit détail spécifique, et donc nous avons, comme ça se fait là-bas, l'autocollant de contrôle technique qui est encore présent sur le pare-brise, même s'il a été un peu décoloré par le soleil. Et puis surtout, mon détail favori, vous avez ici cet autocollant de ce qu'on suppose être une compagnie d'assurance avec une police presque art déco, on dirait presque quelque chose des années 30, et pourtant c'est bien des années 70. Bref, la Ciete est savoureuse, remplie de petits détails, même aussi cette serrure de malle superbe, en plein chrome. Là, l'éclairage de plaque bombé, super sympa aussi. Et puis cette antenne pour la radio, car là oui, la voiture est équipée d'une radio. Et cette antenne, pour l'anecdote, est au maniement manuel. Donc il faut se débrouiller pour pouvoir l'attraper ici, puis la faire sortir. C'est pas une antenne électrique. Mais bon, on est sur une petite Renault après tout. Alors ce coffre justement, d'habitude c'est pas ce que je vous montre en premier dans les voitures, mais là c'est quand même l'élément principal qui justifie le nom du modèle, donc le voici. Et vous le voyez, il y a beaucoup plus d'espace forcément que sur une R5 à haillons. C'est un coffre assez profond, on a directement la banquette là-bas. Les ailes sont plutôt plates globalement, même si là on a quand même un retour un peu vers l'intérieur. On a années 70 oblige, pas de garniture, donc on a un creux pour ranger des choses. De ce côté également. Au global, hein, c'est un coffre vraiment logeable. Vous pouvez mettre 2 valises, donc une petite famille de classe moyenne espagnole des années 70 s'en sortait largement avec cette voiture, et c'est pour ça qu'elle était faite. Allez, passons à l'intérieur, que voici. Bon, la portière n'a rien de spécifique à la Ciete, mais je trouve quand même son épaisseur, plutôt sa finesse, assez comique, notamment cette partie-là. En cas de choc, vaut mieux pas réfléchir à ce qui peut nous attendre. Par contre, la porte est bien garnie à l'intérieur, c'est assez chic. Donc on a d'abord ce revêtement en plastique strié en haut, une bande de chrome qui vient de souligner, un accoudoir poignée pour tirer la porte. On a aussi cette poignée pour l'ouvrir, et les vitres avant sont manuelles. On note qu'il n'y a aucun bac pour le rangement, mais ça fait une porte quand même assez complète. Bienvenue à bord de la Renault la plus rare filmée sur cette chaîne. Donc première chose qui saute aux yeux, c'est le volant entièrement en plastique qui marque cette transition vers les années 80. Il est tout mou. Vous le voyez, il est en excellent état. Et la voiture, comme je vous le disais, 74 000 km seulement. Ensuite, le bloc compteur, donc c'est une simplicité ascétique. On a simplement la vitesse, le kilométrage, merci. Quelques voyants d'alerte à gauche, à droite, la batterie, la jauge à essence, et puis c'est tout. Vous remarquez qu'il n'y a pas de totaliseur kilométrique intermédiaire. Donc, accessoire d'époque qui se faisait souvent. On a un bloc thermomètre plus kilométrage. Donc là, c'est manuel. Vous venez régler le kilométrage à chaque plein. Et en fait, ça va défiler et vous dire l'autonomie en fait de la voiture. À gauche, c'est un autre accessoire. Pourtant, il est très bien intégré, mais c'est la température d'eau. De base, c'est simplement un témoin. Mais là, ici, on a un compteur un peu plus complet et qui s'intègre parfaitement à la planche de bord. La planche de bord d'ailleurs, elle est plutôt chaleureuse, je dirais. Elle fait pas trop dépouillée, notamment grâce à la double couleur aluminium et plastique ici. Petite décoration Renault au passage. On se sent bien en fait à l'intérieur. Allons-y, démarrage du petit Cléon. Ça tourne rond, hein, avec un joli bruit.
à gauche, eh bien, on a la clé de contact. Et ouais, clé de contact en forme de logo Renault. Et là, un autre logo Renault super sympa. On a aussi le bouton de dégivrage de la lunette, le starter ici, et puis les commodos classiques à gauche du volant. Au niveau de la console centrale, donc nous avons deux minuscules aérateurs qui quand même s'orientent individuellement. Alors, il faut vraiment faire attention parce qu'ils sont très très frêles. Ici, très courant aussi sur le marché espagnol, une petite icône religieuse pour protéger le conducteur. Je crois que c'est Saint-Christophe, si je dis pas de bêtises. Nous avons ensuite le bloc ventilation, donc température, puissance du souffle. Et ici, on a un bouton pour les essuie-glaces et un bouton pour le ventilateur. Intégré, nous avons le cendrier. Et puis le clou du spectacle, c'est cette autoradio Punto Azul. Alors, ça vous dit peut-être quelque chose parce que Punto Azul, ça veut dire point bleu. Et point bleu, c'est la traduction de Blaupunkt. Et donc oui, c'est un autoradio Blaupunkt qui fonctionne, mais que Blaupunkt a pris le soin de renommer sur le marché espagnol avec un nom traduit du coup. Alors, on va essayer de le faire marcher. Et ben voilà, ça fonctionne, c'est génial. Ensuite, nous passons au lever de vitesse. C'est une voiture boîte manuelle 4 vitesses. J'adore le fait que ça soit incliné comme ça au lieu d'être vertical. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est super joli. Petit lever de vitesse très sympa. Et puis le frein à main directement sur le sol. Là, il n'y a pas de surprise. Enfin, côté passager, pas de boîte à gants, mais un rangement qui est assez profond, faut le dire. Et c'est très joli tapis. Alors, je ne sais pas s'ils sont d'origine, mais le logo là-bas me fait penser au logo de la compagnie d'assurance que je vous ai montré tout à l'heure sur la lunette arrière. Ils sont en caoutchouc. Ils sont superbes, ils vont parfaitement avec cet intérieur. On apprécie aussi les sièges qui sont dans un excellent état. C'est la même chose que tout le reste de la voiture. Ils n'ont pas d'appui-tête bien entendu, mais ils sont très confortables et pas si anciens que ça visuellement. Le plafonnier, c'est très vite vu, hein. On a simplement un tissu plastifié, tout petit pare-soleil, le rétro, mais quand même une lumière principale pour la voiture avec un design assez travaillé. On dirait un peu une vieille voiture de métro ou de train. Autre bénéfice de l'allongement de la plateforme, eh bien, c'est l'espace à l'arrière. Donc bienvenue sur la banquette de la Siete. Alors, ce qu'on peut remarquer, eh bien, comme dans toute voiture ancienne, on a une belle surface vitrée, on ne se sent pas du tout engoncé, on a une très bonne luminosité. La banquette, en revanche, je trouve le dossier assez bas. Donc ici, on est rapidement en haut du dos, ce qui ne favorise pas le confort sur longue distance. On a ensuite la plage arrière, comme ça, elle aussi en excellent état. Et d'une manière générale, tout le plafonnier, tous les joints, les poignées, tout est nickel sur cette voiture. Le passager bénéficie quand même d'un cendrier individuel. On en a un de chaque côté. Le bouton pour verrouiller la porte. Et puis on retrouve les vitres et les poignées. Et pour ce qui est de l'espace aux jambes, écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour rappel, on est sur une mini citadine hein, qui a simplement un coffre en plus et quelques centimètres d'empattement. Ça fait la différence. On ne se sent pas du tout restreint au niveau des jambes. Donc on peut à peu près voyager comme il faut. Sous le capot à ouverture inversée, nous avons encore une fois une spécificité. Décidément, cette voiture ne fait rien comme la R5, puisqu'on trouve une déclinaison du fameux Cléon fonte gonflé à 1037 cm3. C'était juste en dessous en Espagne pour ne pas atteindre les 9 chevaux fiscaux et donc payer une taxe supplémentaire. Donc ce 1037, vous ne le trouverez pas en France. Il développe 50 chevaux, c'est un petit peu plus puissant. Et il a un couple aussi légèrement plus élevé. Donc le voici dans sa baie moteur bien accessible avec la roue de secours ici. Et je suppose qu'elle a des pneus d'époque. En tout cas, voici son moteur qui, pour déplacer 815 kg, est largement suffisant. Et dernier détail, ici façon militaire, nous avons le code couleur de la voiture. Nous voici à bord de la petite Siete. C'est clairement la voiture la plus ancienne que j'ai jamais conduite. Il y a des sensations vraiment anciennes, mais je dois dire, je suis agréablement surpris parce que moi qui avais peur typiquement du freinage ou bien
bien du maniement du lever de vitesse, ou même du point de patinage, et ben franchement, c'est pas très compliqué. Il y a juste la direction assistée, enfin non assistée forcément. Et sinon, au top, hein. Les vitesses, elles se passent assez loin, le levier est très loin, ça c'est rigolo, il faut vraiment bien décomposer les mouvements. Et voici en 4e, la vitesse la plus élevée de cette voiture, à 45 km/h. Et franchement, pour cruiser, c'est hyper confortable. Gérald m'expliquait qu'il a fait un super grand road trip cet été avec la CT. Vous pourrez le voir sur Instagram d'ailleurs. Et qu'il n'avait pas été fatigué du tout avec la voiture, qu'elle avait fait des milliers de kilomètres sans souci. Et je le comprends parce qu'en fait, la voiture est très confortable. Les routes en Espagne, c'était pas trop ça. Il fallait forcément avoir une suspension adaptée. Voiture typée confort, ça se sent, les sièges sont très très agréables. La suspension filtre parfaitement les aspérités, quoi. Donc assez moderne de ce point de vue là. Et le moteur est suffisamment péchu pour cruiser tranquillement, quoi. C'est pas, bien sûr on va pas rouler à fond avec cette voiture, elle n'atteint pas plus de 130 km/h, mais quand même là on a vraiment des sensations vintage sans pour autant se faire peur. Je suis pas, encore une fois, hein, le freinage est rassurant. Forcément, c'est dû au poids de la voiture aussi. Et donc, un vrai plaisir de conduire cette petite CT. Pour conclure, eh bien, encore un immense merci à Gérald pour sa gentillesse, pour sa CT. Apparemment, il n'y en a que 50 en France, donc je me sens vraiment privilégié d'avoir pu la filmer dans de telles conditions. Merci beaucoup à lui, c'était un vrai plaisir de partager ce petit moment franco-espagnol. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous aussi. Et puis, si jamais vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!